tous et bienvenue sur ce webinaire avec le docteur Jérôme Lefrançois qui est un spécialiste du sommeil. Il se trouve que la pandémie et la période difficile que nous venons de traverser n'a pas été sans impact sur nos nuits. Et donc justement, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Bonjour, donc docteur Jérôme Lefrançois, membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Dans mon parcours, j'ai 30 ans de médecine générale. J'ai aussi fait simultanément de la recherche en pharmacologie clinique sur les médicaments. En même temps, j'avais envie de voir autrement la façon d'aider les personnes. C'est juste pour donner une idée de l'état d'esprit. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'homéopathie. Je suis aussi praticien en hypnose et titulaire d'un diplôme de diététique et de nutrition parce qu'il y a des rapports sur la santé entre le sommeil et la façon dont on mange. Et avec mon épouse qui est Véronique Deschamps, qui est psychothérapeute et formatrice et qui a plusieurs cordes à son arc aussi, ça fait une vingtaine d'années que nous accompagnons les gens qui ont des troubles du sommeil. Elle aussi est membre de la SFRMS. Nous avons créé à Divonne-les-Bains notre base de travail, un concept école de la santé pour accompagner les personnes, donner des informations, faire des cours, des conférences. C'est donc plutôt de la prévention et de la gestion de la bonne santé au-delà d'un aspect thérapeutique. Et puis nous avons écrit un livre qui est le résumé de toutes les réponses que nous avons faites au fil des années à toutes les questions qui nous sont posées. Le livre est édité chez Alpen et son titre, c'est « Les erreurs qui vous empêchent de dormir ». Voilà, c'est pour vous dire une vision de terrain globale sur quelque chose qui concerne un tiers des Français qui souffrent de problèmes avec leur sommeil. Ok, merci beaucoup, docteur. Nous allons commencer avec une première question. Qu'est-ce que c'est le sommeil et à quoi ça sert? Alors, vaste question dont la réponse reste encore assez mystérieuse, y compris pour les spécialistes. Alors, si vous voulez, le sommeil, c'est une suspension de la conscience entre deux moments d'éveil. Pendant que nous sommes endormis, et il y a différents stades de sommeil, pendant que nous sommes endormis, notre vigilance est très abaissée. Au niveau musculaire, nos muscles sont relâchés, c'est-à-dire que le corps se détend, mais nous avons encore des informations sensorielles qui peuvent nous arriver de façon plus ou moins importante. Après, le sommeil, c'est quelque chose de différent selon les personnes. Il y a des caractéristiques communes que je vous résume en quelques secondes, et puis il y a des différences personnalisées. Comme disait Coluche, je crois, nous sommes tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Par exemple, de naissance, nous sommes fabriqués petits dormeurs ou gros dormeurs. Ça ne signifie pas du tout la même chose en temps de sommeil nécessaire pour pouvoir récupérer. Parce que le sommeil, c'est fait pour récupérer des fatigues de la journée précédente, pardon, peut-être des fatigues de la nuit précédente aussi, et c'est fait pour capitaliser de l'énergie pour la journée suivante. C'est-à-dire qu'il y a un côté récupération physique, et puis il y a aussi un côté récupération mentale. Les stress, les contrariétés, les problèmes de la journée vont impacter la qualité de notre sommeil et normalement devraient se réparer. Et puis il y a un côté très organique corporel, c'est-à-dire que c'est plutôt pendant la nuit que notre cerveau s'occupe de rééquilibrer les métabolismes, ce qui va gérer notre poids, notre appétit, je veux dire, dans le désordre, notre taux de cholestérol, notre taux de sucre dans le sang, notre niveau d'anxiété, nos capacités de mémoire, nos capacités d'apprentissage, nos capacités de vigilance pendant la journée. Donc, tout ça pour dire en résumé, puis j'entrerai dans les détails avec les questions qui seront posées, tout ça pour dire que le sommeil, ça n'a rien de passif, c'est extrêmement actif. D'ailleurs, le cerveau qui représente 2% du poids corporel représente 20% de nos dépenses d'énergie. Il consomme beaucoup d'énergie, le cerveau, et il travaille beaucoup la nuit. Nos nuits sont très précieuses et indispensables à notre bonne santé. Je dis ça parce que mon épouse et moi, on a rencontré souvent dans des séminaires ou des conférences des gens qui nous disaient « Franchement, le sommeil, ça sert à rien. Vous n'auriez pas un truc pour qu'on réduise notre temps de sommeil, on serait plus efficace à faire autre chose pendant ce temps-là. » Alors, le temps de sommeil peut être géré efficacement en respectant, en détectant nos horloges biologiques, mais c'est quelque chose d'indispensable à notre bonne santé. Nous ne pouvons pas survivre si nous ne dormons pas. Et si nous ne dormons pas bien, nous allons vite avoir des problèmes, c'est validé maintenant, d'hypertension artérielle, de diabète, de surpoids,
de fragilité face aux agressions. Par exemple, on peut en parler en ce moment, face aux agressions virales et infectieuses. J'ai fait un tour d'horizon global et rapide. J'entrerai dans les détails avec les questions. Y a-t-il justement un temps de sommeil idéal pour qu'on soit en bonne santé? Alors, comme diraient les hommes politiques, c'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. En fait, le temps idéal, c'est le temps qui convient à mes horloges biologiques. Parce que nous sommes fabriqués de naissance, petits dormeurs ou gros dormeurs, et puis il y a des moyens dormeurs entre les deux. C'est-à-dire qu'un petit dormeur n'a besoin que de 5-6 heures par nuit si toutes les autres conditions sont réunies. Je parle de l'environnement, de la chambre, de la gestion du stress, etc., n'a besoin que de 5 à 6 heures par nuit pour récupérer. Un gros dormeur, pour récupérer et être en forme dans la journée qui suit, a besoin d'une dizaine d'heures de sommeil par nuit. Alors la durée idéale, je vais plutôt répondre la durée moyenne, c'est 7h30, mais c'est comme si vous me demandiez quelle est la taille idéale d'un homme ou d'une femme, c'est une moyenne. Par contre, il est nécessaire de satisfaire ses besoins, c'est-à-dire d'écouter son corps. Et tous les soirs, notre cerveau nous envoie les signaux du sommeil à heure régulière. On a des horloges biologiques qui sont extrêmement précises et extrêmement bien réglées, à quelques minutes près tous les soirs. Et là, je rejoins une question qui n'a pas encore été posée. Oui. À quelle heure faut-il se coucher? Mais si vous voulez, parce que le temps idéal de sommeil, c'est le temps qui va se passer entre votre heure idéale du coucher et l'heure idéale du lever. Et tous les soirs, on a un signal de sommeil, on a les yeux qui picotent, on a la nuque qui s'alourdit, on a les idées qui ont du mal à s'aligner, on bâille. Eh bien, on a un quart d'heure, la fenêtre de tir, comme on dirait à Kourou en Guyane, est d'un quart d'heure pour aller au lit. Et il y a besoin, avant d'aller au lit, de rituels. Ça se fait pas comme éteindre la lumière en appuyant sur le bouton de l'éclairage de sa chambre. Le sommeil, ça se prépare plusieurs heures avant. Et j'y reviendrai. L'idéal sont des conditions environnementales pour la chambre, pour le lit, pour le sommeil. Et si on laisse faire les choses spontanément et si on n'a pas de pathologie particulière ou de raison particulière d'abîmer notre sommeil, c'est spontanément aussi que notre nuit va s'interrompre en fin de nuit. Après, en moyenne, 5 cycles de sommeil, qui sont donc de durée variable selon les gros dormeurs et petits dormeurs. Et puis, on va se réveiller spontanément et là, il est nécessaire de se lever. Écoutez vos besoins physiologiques et puis, je le dirai autrement encore, c'est une question de bon sens pour savoir si j'ai dormi mon temps de sommeil. Je me réveille frais et dispo. Je n'ai pas de coup de fatigue dans la journée, sauf peut-être un petit coup de fatigue en début d'après-midi au moment de l'heure de la sieste. Je suis vigilant, je mémorise correctement, je gère correctement mes relations avec les autres, je me sens bien physiquement et moralement. Ça valide le fait que ma nuit a été réparatrice et je n'ai pas eu de réveil particulier dans la nuit, sauf peut-être une fois pour aller uriner. Donc c'est plutôt ça les critères pour savoir si la nuit a été d'une durée et j'ajoute d'une qualité correcte. Que doit-on manger le soir et à quelle heure pour bien dormir? Ça, c'est très important. Il est né que le repas du soir soit terminé 1h30 à 2h avant l'heure du coucher. Donc, ça ne va pas être la même chose pour un couche-tôt et un couche-tard, parce qu'on est paramétré aussi de naissance, couche-tôt ou couche-tard. Et à l'intérieur d'une même famille, à l'intérieur d'un couple, il peut d'ailleurs y avoir l'un qui est couche-tôt et l'autre qui est couche-tard, donc il faudra trouver une négociation. Après, la qualité du repas du soir influe beaucoup sur le sommeil. Il est nécessaire que le repas du soir soit ni trop alcoolisé, ni trop gras. Alors, je parle de généralité. Bon, il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais par définition, une exception est exceptionnelle. Il ne faudrait pas croire que l'alcool, ça rend somnolent. Mais l'alcool, ça déstructure les cycles du sommeil, ça favorise les apnées et les ronflements, qui sont un gros problème de santé et qui sont un gros problème délétère pour le sommeil. Le contenu du repas du soir, vous savez, il y a un adage qui dit il faudrait manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre ou un manant le soir. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut manger assez léger le soir. Il faut penser à s'hydrater, mais il faut pas boire non plus 3 bols de tisane le soir parce qu'on n'a pas assez bu dans la journée, sinon on va être réveillé plusieurs fois la nuit. Il faut boire. Il est nécessaire. Ce qui va favoriser le sommeil, c'est de manger à la fois des féculents, des céréales complètes par exemple, et des légumineuses. L'action conjuguée de ces deux
sorte d'aliment dans le repas du soir va favoriser la fabrication de précurseurs chimiques à la synthèse de la mélatonine. Et j'en reparlerai sûrement. Et la mélatonine, c'est notre hormone de la nuit. Elle doit être fabriquée le soir pour préparer un bon sommeil. Éviter les excitants. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, par exemple, au café. J'aurais envie de dire, le café, ne plus en prendre si on a des problèmes de sommeil. Si on n'a aucun problème de sommeil, ne changez rien à votre mode de vie. Mais si on a des problèmes de sommeil, supprimez le café après 14 heures. Le café a un effet anti-sommeil, un effet éveillant. C'est pratique quand on conduit sur l'autoroute, mais c'est mauvais pour le sommeil. D'autres excitants sont le tabac, l'alcool, les colas. Évitez aussi les viandes. Le soir, elles auraient plutôt, comme pas mal de protéines, elles auraient plutôt un effet excitant. Vous pouvez manger, c'est même approprié, je l'ai dit, à travers les céréales, des sucres, mais des sucres qu'on dit à un index glycémique bas, c'est-à-dire des sucres d'absorption lente. Ça va favoriser un sommeil plus apaisé, plus régulier. Voilà pour des considérations générales. Alors, je pense, en tant que nutritionniste, qui est autre de mes casquettes, il faut manger un fruit à chaque repas, qu'un dessert normal, c'est un fruit. Autrement dit, éviter des sucreries, des pâtisseries, des confiseries, sauf exception. Ce sont des sucres qui n'ont pas un effet bénéfique ni sur le tour de taille, ni sur la qualité du sommeil. Et puis, on pourra parler éventuellement de l'intérêt de la tisane, de la boisson chaude du soir, qui suivrait le repas du soir. Donc, boire une boisson chaude le soir peut aider à trouver le sommeil ? Oui, c'est quelque chose qui nous vient de nos grands-mères, comme on dit habituellement, et ça n'a rien ni d'idiot ni de faux, d'ailleurs, comme beaucoup de préceptes qui nous viennent des anciens, qui sont l'image de la sagesse. Pourquoi ? Parce que en général, la boisson chaude, d'ailleurs, c'était un lait chaud. Le lait contient du tryptophane. Alors, je ne vais pas vous encombrer de mots de spécialistes, mais le tryptophane, c'est un des précurseurs essentiels de la fabrication de la sérotonine. La sérotonine, c'est notre antidépresseur, si vous voulez, c'est notre Prozac. Le cerveau peut la fabriquer. Et la sérotonine sert à fabriquer la mélatonine, qui est notre hormone de la nuit ou hormone du sommeil. Donc, boire quelque chose qui va aider à fabriquer tout ça, c'est très utile. En plus, il y a un rituel et le cerveau aime bien les rituels, ça le sécurise. En plus, une boisson chaude, sucrée, ça nous renvoie à quelque chose de très ancien et de très archaïque et pourtant de très vrai, qui est ce qui nous est arrivé de mieux quand on était tout bébé, tout nourrisson, c'est d'absorber le lait chaud du sein de notre maman ou du biberon que nous donnait notre maman, qui immédiatement nous rassasiait sur le plan métabolique et nous calmait affectivement. Et puis il y a autre chose aussi, vous le savez sans doute, qu'est-ce que font les hommes du désert ? Ils ont très chaud, ils ont besoin de boire, ils n'ont pas d'ombre pour se mettre à l'ombre du soleil. Et quand ils boivent du thé très chaud, enfin des boissons très chaudes. Alors on pourrait dire c'est idiot, ils ont trop chaud et ils boivent des boissons très chaudes. Et tout simplement parce que le meilleur moyen de refroidir son corps, c'est de boire une boisson chaude. Parce que la boisson chaude met en route des mécanismes tout à fait physiologiques de transpiration qui est le meilleur moyen que le corps humain a de perdre sa température. Et pour pouvoir nous endormir et pour pouvoir dormir, nous devons avoir notre température qui baisse d'à peu près 1 degré. On doit avoir à peu près 36 de température centrale au lieu de 37. Donc toutes ces raisons-là justifient la boisson chaude. Alors si ça n'est pas du lait chaud, vous pouvez prendre une tisane. Il y a beaucoup de tisanes qui favorisent l'endormissement, la valériane, l'aubépine, la passiflore, la mélisse et quelques autres encore. La verveine, par exemple. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à dormir. Une étude disait même qu'en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. Et vous, en tant que spécialiste, à votre avis, quelles sont les grandes causes justement des problèmes de sommeil qui concernent, je crois, un Français sur 3 ? Et c'est vraiment un problème de civilisation et de la façon dont, dans notre société actuelle, nous vivons. C'est-à-dire que ça dépasse de loin nos problèmes de santé. Et moi, je trouve très intéressant, je fais un commentaire sur les commentaires, qu'un site comme le vôtre aborde ces problèmes en général, parce que c'est ça la vraie réponse, aussi bien aux troubles du sommeil qu'à d'autres troubles de santé. Ça n'est pas d'avaler un comprimé tous les soirs pendant je ne sais combien de semaines, si je parle du sommeil. Nous avons une sursollicitation dans la journée
qui va surencombrer notre cerveau et qui va entraîner des niveaux d'excitation, des niveaux de stress, si vous voulez. Les hormones de stress, d'ailleurs, sont des hormones éveillantes, des hormones anti-sommeil, puisque le stress, ce sont des réactions physiologiques qui sont faites pour nous faire survivre en cas de danger mortel. Ça nous vient de ça. Hein. Avant, on était des hommes des cavernes. On pouvait se faire avaler tout cru par je sais pas, un lion, un ours, se faire piétiner par un mammouth ou se faire massacrer par un ennemi pendant notre sommeil ou avant notre sommeil. Les réactions de stress sont des réactions de survie. Maintenant, il y a beaucoup de stress dans la société actuelle et dans le mode de vie qui fait que on se perfuse toute la journée et encore le soir avec des produits dans le sang circulant, adrénaline, noradrénaline, cortisol, qui sont des hormones anti-sommeil. Donc, il y a ça qui empêche le sommeil dans le mode de vie actuel. Il y a l'exposition lumineuse. Alors, je faisais allusion aux écrans, je vous explique ça parce que ça aussi, c'est une maladie de civilisation. D'ailleurs, vous l'avez dit à juste titre, hein, en moyenne, les gens manquent de 1 heure à 1h30 de sommeil actuellement, ce qui est considérable quand on sait à quoi sert le sommeil, et d'autant plus grave que c'est aux dépens du premier cycle. Et quand on a raté son train du sommeil, comme disent les médecins du sommeil, le train, il faut le prendre quand il passe. Hein. Enfin, c'est vrai à la SNCF, mais c'est vrai aussi pour le sommeil. On va courir derrière. Alors, on pourrait prendre le train au 2e cycle qui passerait, mais ça serait moins bien et moins efficace. Quand on rate le train du sommeil, on ne bénéficie pas de ce qui va se passer pendant le premier cycle et pendant les phases de sommeil profond du premier cycle, qui sont des phases de régénération de notre santé physique et de synthèse d'un certain nombre de produits. Alors, je reviens à votre question. Qu'est-ce qui fait plus particulièrement dans le monde actuel que nous ratons ça? Les sollicitations multiples de la société de consommation. Les femmes, encore plus que les hommes, enfin je reste dans un schéma un petit peu classique et un peu ancien, ont encore plus de choses à gérer tous les jours, dans le sens où, et j'ai bien vu ça aussi quand j'étais médecin généraliste, médecin de famille, très souvent les femmes ont 3 métiers. Elles sont entre guillemets maîtresses de maison, même si dans le monde moderne, les hommes commencent à partager heureusement de plus en plus ce genre de choses. Elles sont quand même souvent plus près des enfants, donc dans leur rôle de parents. Elles ont leur métier parce que elles ont besoin, ou enfin c'est la vie actuelle qui veut ça, elles travaillent. C'est de la folie de vivre 3 vies simultanément tous les jours. Ça dépasse les possibilités physiologiques. Et ce qu'il y a encore, c'est que il y a la lumière ambiante. Beaucoup de sociétés prétendument modernes vivent dans un éclairage permanent. C'est une aberration. L'être humain est un animal diurne, c'est-à-dire que nous sommes fabriqués comme presque tous les mammifères, avec des horloges biologiques qui sont faites pour vivre le jour et dormir la nuit. Or, la nuit, et surtout dans les villes, elle existe de moins en moins. Or, l'intensité lumineuse qui arrive à nos yeux, on a des récepteurs. Hein. Au fond de l'œil, il y a la rétine, et dans la rétine, il y a des récepteurs spéciaux qui s'appellent cellules à mélanopsine, enfin peu importe, qui sont des récepteurs à l'intensité lumineuse, que même certains aveugles ont encore, hein, qui peuvent être sensibles à la luminosité ambiante. Ce que je veux dire, c'est que c'est différent des cellules de la rétine classique. Et ces récepteurs-là informent le cerveau en permanence sur l'intensité lumineuse. Et nous sommes faits, nos horloges biologiques sont faites pour vivre le jour et dormir la nuit. Si on reçoit une intensité lumineuse en fin de journée et le soir qui informe le cerveau que, entre guillemets, il fait encore jour, eh bien, le cerveau ne va pas enclencher les mécanismes de sommeil. Et en particulier, ça va bloquer la sécrétion de mélatonine, notre hormone du sommeil. C'est-à-dire que, je vais le dire plus concrètement, le fait d'aller dans un grand magasin où il y a beaucoup de lumière ou du bruit pour faire des courses, le fait de regarder ces écrans, tous les écrans parce qu'ils ont de la luminosité comme un écran de télé, mais aussi parce qu'ils envoient une lumière, c'est de la physique, une lumière dite lumière bleue qui fait à peu près 480 nanomètres de longueur d'onde. Tous les écrans envoient cette lumière-là, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les télévisions. Et cette lumière bleue et les LED, les ampoules à LED, c'est la mode maintenant des LED. Les ampoules à LED envoient cette lumière bleue, surtout les ampoules à lumière froide. Eh bien, cette lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine. Donc, vous empêchez votre cerveau de mettre en route les processus d'endormissement. Alors, je vais le dire autrement.
Si vous n'avez aucun problème de sommeil, ne changez rien à votre mode de vie. Mais si vous avez des difficultés de sommeil et d'endormissement, supprimez tous les écrans au moins 1h30 à 2 heures avant l'heure théorique de votre coucher, ce qui n'est pas la même heure pour un couche-tôt, pour un couche-tard. Et puis, il y a les habitudes alimentaires aussi. On mange de moins en moins bien. On mange de plus en plus de produits produits par l'industrie agroalimentaire et qui sont tout faits et qui il y aurait beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on fera une émission là-dessus un jour, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et en tout cas, qui joue sur le sommeil. J'ai fait allusion tout à l'heure aux aliments pour dormir. C'est-à-dire qu'il y a des conditions environnementales, pour résumer, de comportement physique dans la journée, d'atmosphère psychologique, de gestion ou non gestion du stress, de comportement cognitif entre guillemets, c'est-à-dire où est-ce que vous emmenez vos systèmes de pensée le soir. Vaut mieux penser à des choses que vous aimez bien, des choses qui vous font du bien psychologiquement, qui vous relaxent, plutôt que de penser à tous les soucis, je vais le dire vulgairement, à tous les emmerdements de la journée précédente, et puis aux problèmes qui vont se poser demain quand je vais retourner au boulot. Et puis il y a les conditions environnementales, le bruit, j'en ai pas encore beaucoup parlé, c'est un des plus forts produit toxique pour le cerveau, le bruit. Et les gens ont pu vraiment le vivre là avec les 2 mois de confinement où tout d'un coup, dans les grandes villes en particulier, on s'est dit mais c'est quand même formidable ça, il n'y a plus de bruit. Enfin je dors bien, enfin je vois un ciel étoilé, enfin etc. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de voitures et tout le machin. Donc le bruit, l'environnement de la chambre, l'environnement du logement, les écrans, voilà. Ce qui fabrique beaucoup de conditions pour retarder notre endormissement. Et puis comme on est très sollicité, et malheureusement le comportement des parents de ce point de vue-là, et ça serait bien de parler aussi des enfants éventuellement, par rapport au coucher trop tardif, le comportement des parents, puis je les comprends les parents, et moi-même je suis parent et grand-parent, veulent partager un peu avec leurs enfants et ils rentrent tard le soir du boulot, etc. Sauf que ça serait le moment de se décontracter ensemble, mais de se décontracter. Donc on a tout ça qui retentit aussi sur nos enfants, et puis les enfants rentrent avec beaucoup trop de boulot de l'école. Hein. Je sais pas s'il y aura des questions sur les horaires scolaires, mais là aussi j'ai des choses à dire. Toutes ces conditions de la société actuelle sont complètement à revoir du point de vue du sommeil et donc de notre santé, hein, parce que le sommeil, ça conditionne notre vie à court terme, confort ou désagrément de bien gérer ses relations, de bien gérer son stress, d'être irritable ou au contraire apaisé, etc. Mais confort à long terme, confort, survie à long terme, nos défenses immunitaires, faire un cancer ou pas, déclencher un AVC ou pas, c'est autre chose que les défenses immunitaires. Là, c'est le système cardiovasculaire. Avoir un diabète ou pas, ça, c'est en grande partie lié au fait que je ne dors pas assez en quantité, pas assez bien en qualité et que je me couche trop tard. Que pensez-vous des objets connectés pour dormir qui prennent de plus en plus d'ampleur en ce moment? On trouve de plus en plus d'applications, d'objets. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles solutions? Alors, ça a une partie d'effet bénéfique pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens qui s'intéressent à ce genre d'objets, ce sont des gens qui s'intéressent à l'utilité, à la qualité de leur sommeil et à leur mode de vie. Et c'est le fait qu'ils s'y intéressent qui va faire du bien à leur santé, plutôt que de dépenser leur argent là-dedans. Maintenant, je veux pas avoir de procès avec les fabricants de ce genre de trucs, mais c'est de la foutaise parce que ça ne peut pas avoir l'efficacité au niveau des informations fournies, d'un examen du sommeil, d'un hypnogramme interprété par un médecin du sommeil qui vous aura fait un enregistrement du sommeil, etc. Au mieux, si vous voulez, ça vous permet, et en ça c'est bien, donc, je dis, il y a des qualités. Au mieux, ça vous permet non seulement de vous préoccuper de l'intérêt de votre sommeil, de la quantité de votre sommeil, de vérifier ce que les médecins du sommeil font faire aux personnes qui viennent les voir, un agenda du sommeil. Notez sur 2, 3, 4 semaines consécutives à quelle heure vous vous couchez. Il y a absolument besoin de régularité dans les horaires du coucher, y compris le week-end. Alors on peut avoir des exceptions parce qu'on va dîner chez des copains, hein, je fais une extension. Mais de régularité aussi dans les heures du lever. Même si on s'est couché tard, on devrait se lever à la même heure le lendemain matin et éventuellement faire 1 ou 2 siestes récupératrices dans la journée. Donc je reviens à vos objets connectés. L'intérêt, c'est de fabriquer, entre guillemets, un agenda du sommeil. À quelle heure je me couche en moyenne? À quelle heure je me lève? Est-ce que je me suis levé la nuit et combien de fois pour faire pipi ou parce que j'avais des insomnies? Est-ce que j'ai beaucoup bougé ou pas la nuit? Parce qu'en fait,
la plupart de ces objets connectés sont ce que des médecins utilisent depuis des décennies et que moi j'ai énormément utilisé. J'ai fait de la recherche en pharmacologie, j'ai énormément utilisé. Ça s'appelle un actimètre. On met ça au poignet, ça mesure les mouvements de votre corps. Et ça part du principe, alors en utilisant des algorithmes, du principe de la réalité, du fait que pendant certaines phases de sommeil, nous sommes vraiment immobiles. Et pendant d'autres phases du sommeil, nous sommes très agités. Je parle en mouvement corporel. Je détaillerai s'il y a des questions le contenu d'un cycle de sommeil. Et donc, ça peut mesurer le nombre de cycles de sommeil indirectement, comme ça. Le nombre de phases où on a été agité ou calme, etc. Puis si on s'est levé ou pas la nuit, mais je vais dire, il n'y a pas besoin de ce truc qui coûte en général cher. De mon point de vue, c'est un gadget commercial. Et ça serait trompeur et dangereux, en dehors du fait que ça vide le porte-monnaie, si ça sécurisait les personnes en se disant « Ah ben mon appareil connecté m'a dit que mon sommeil était correct ». Moi je vais vous dire, pour savoir si votre sommeil est correct, est-ce que vous avez l'impression d'avoir passé une bonne nuit? Est-ce que vous vous êtes réveillé fraîche et dispose? Est-ce que dans la journée vous vous êtes senti énergique? Est-ce que vous avez eu ou pas des coups de barre, des coups de pompe, etc. Voilà, c'est juste du bon sens. Donc voilà ce que j'en pense. Mais c'est un peu comme les appareils pour compter le nombre de pas. C'est très très bien parce que ça va motiver les personnes à bouger un peu plus si elles n'ont pas assez bougé dans la journée, ce qui est une nécessité physiologique et ce qui est une nécessité pour avoir le besoin de sommeil qui se fasse sentir le soir. Donc l'intérêt de ce genre d'appareil connecté qui mesure aussi l'activité motrice ou l'activité cardiovasculaire est à ce niveau-là. Mais c'est tout, enfin au niveau du sommeil. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin qui va vous envoyer en parler à un médecin du sommeil qui, lui, va préciser quels sont les paramètres à ajuster éventuellement. Et justement, puisqu'on parle des alternatives aussi pour dormir, il y a une personne qui voudrait savoir si on peut prendre des plantes sans danger pour nous aider à dormir et pour quelle durée. D'abord, je vais faire une réponse de bon sens. S'il y a des gens que des plantes aident à dormir, qu'elles continuent à prendre leurs plantes. Ça, c'est une généralité. Maintenant, il ne faut pas croire que plante, ça veut dire anodin et que pas plante, ça veut dire poison. Ça serait complètement imbécile. Je vais vous dire, si vous faites boire de la ciguë à votre belle-mère parce que vous n'aimez pas votre belle-mère, c'est une plante, la ciguë, mais ça va la tuer. Que toutes les belles-mères ne s'offusquent pas de ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'une plante est une plante que ça n'est pas dangereux, ça n'est pas non plus forcément efficace. En général, à la dose en termes de principe actif à laquelle on trouve ce principe actif dans une plante, dans ce qui est vendu dans le commerce, c'est rarement suffisant. Il faudrait une brouette de tisane pour que ça fasse de l'effet. Néanmoins, il est absolument certain qu'il y a des plantes qui font de l'effet. Je vous ai cité aubépine, passiflore, verveine et quelques autres. Attention à certaines plantes. Il y a un effet de mode aussi. Il y a des plantes, par exemple, qui ont des interactions avec les médicaments. Donc, de toute façon, n'en prenez pas sans le conseil de votre pharmacien, qui est un professionnel qui connaît vraiment très bien ça, et ou de votre médecin. Il y a des plantes, par exemple, qui ont des interactions avec les antidépresseurs sérotoninergiques, famille Prozac, si vous voulez, et c'est dangereux. On joue à l'apprenti sorcier quand on prend des plantes comme celles-ci qui vont avoir des interactions. Et il y en a d'autres. Donc voilà une réponse sur les plantes. C'est de toute façon une bonne idée d'aller dans ce sens-là plutôt que d'avaler un comprimé d'hypnotique. Les hypnotiques, je n'ai pas encore eu de question dessus, on y reviendra peut-être, mais je dis juste, ça ne devrait être pris que sur prescription médicale, ce qui est le cas pour ceux qui sont remboursés par la Sécu, mais que sur prescription médicale et à titre exceptionnel pour une raison médicale exceptionnelle. Nous vous remercions pour votre présence, docteur Lefrançois, et nous vous donnons rendez-vous rapidement pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Eh bien, merci aussi. Dormez bien la nuit prochaine.